Merci de votre invitation. Et, j'espère pouvoir vous dire un certain nombre de choses qui vous intéresseront, ou sinon vous me le dites aussi. Hein. Alors j'ai combien de temps? Parce que, 1 heure. 1 heure? Oui. D'accord. C'est bon? Oui. Moins si tu veux, plus c'est difficile, mais voilà. On va rester à 1 heure. Alors, je vais donc vous parler de la Charte européenne des langues régionales et en particulier de son rapport avec le Picard et de sa possible application au Picard, ce qui nous évitera de parler totalement dans l'abstrait. Donc je vous ai prévu un plan en 3 points, comme très classiquement. Donc d'abord des choses un peu générales sur cette charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Dans une deuxième partie, je vous parlerai de la France et la charte, hein, donc comment elle a été accueillie en France et qu'est-ce qu'on en a fait, ou plutôt qu'est-ce qu'on n'en a pas fait. Et puis dans une troisième partie, je vous parlerai du Picard et la charte. Hein. Alors là, ça sera évidemment beaucoup plus hypothétique, puisque l'idée sera d'aller vers une étude de la manière dont on pourrait appliquer la charte européenne des langues régionales au Picard, au cas particulier du Picard. Voilà. Alors, la charte, cette charte européenne des langues régionales ou minoritaires, on oublie souvent le ou minoritaire, hein, les deux sont importants. C'est un document qui a été adopté en 1992 par le Conseil de l'Europe. Alors attention, il y a souvent une confusion. Hein. Le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne. C'est pas le Conseil européen. C'est un organisme qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, enfin avec l'Europe des 28, 29, plus combien. Puisque en fait on a au Conseil de l'Europe 47 États. Donc c'est une entité qui est plus large que l'Union européenne. Des pays comme la Russie ou l'Ukraine, par exemple, sont membres du Conseil de l'Europe. Donc 92, ce Conseil de l'Europe adopte cette charte. Le but était de protéger et de favoriser les langues régionales historiques et les langues des minorités en Europe. C'est pour ça que les deux termes sont importants, c'est qu'il y a d'une part les langues régionales parlées dans une région, et d'autre part les langues minoritaires. Les langues des minorités, c'est plutôt les langues qui débordent de leur pays d'origine, si je puis dire, hein, et qui sont parlées dans un pays voisin. On peut prendre l'exemple, d'exemples possibles, hein, mais le catalan, par exemple, c'est pas une langue, la langue officielle d'Espagne, c'est parlé principalement en Espagne, avec un statut, et ça déborde un peu sur le Roussillon, et donc là, ça serait une langue plutôt minoritaire que régionale. Alors 92, mais en fait, les travaux du Conseil de l'Europe ont commencé en 1988, avec le vote d'une résolution. Les détracteurs de cette charte, et ils sont nombreux, soulignent les liens de ce travail avec l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, l'UFCE, et donc avec une certaine vision ethniciste, voire pour certains quasi biologisante. Certains disent même néo-nazi, en tout cas d'inspiration pan-germaniste. Voilà. Donc je dis ça une bonne fois pour toutes pour vous permettre de réfléchir à ces questions, comme ça vous me poserez des questions embarrassantes à la fin. Et donc voilà, il y a cette critique qui est faite assez régulièrement. Alors la charte européenne des langues régionales ou minoritaires fait partie du corpus de textes que tout État doit accepter s'il veut devenir membre du Conseil de l'Europe. Alors ça c'est intéressant parce que les pays qui étaient déjà membres du Conseil de l'Europe en 92 sont dispensés de l'adoption de l'adoption. Ce qui fait que, alors je donne un exemple, hein, la Biélorussie, qui n'est pas membre mais qui est candidate
Conseil de l'Europe. Si elle veut adhérer au Conseil de l'Europe, elle doit signer la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. La France, qui est évidemment un vieux membre du Conseil du Conseil de l'Europe, oui, n'y est pas tenue. Alors les États, quand ils signent et qu'ils ratifient la charte, ils prennent un certain nombre d'engagements. C'est de reconnaître les langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle, de respecter l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, d'entreprendre une action résolue de la promotion de ces langues, de faciliter et d'encourager l'usage oral et écrit dans la vie publique et la vie privée. C'est important, oral et écrit dans la vie publique comme dans la vie privée. Mettre à disposition des formes et des moyens adéquats d'enseignement à tous les stades. Promouvoir les échanges transfrontaliers. Interdire toute forme de discrimination, d'exclusion, etc., fondée sur la pratique d'une langue. Et promouvoir la compréhension mutuelle entre les groupes linguistiques du pays. Vous voyez que l'ambition est assez élevée pour les pays signataires. Alors cette charte, c'est en fait un catalogue dans lequel chaque État va aller puiser les mesures qu'il accepte. Il faut accepter un minimum de 35 articles sur les, je crois, 80, je n'ai plus le chiffre exact en tête, que comprend la charte. Donc c'est un menu à la carte. Alors, il y a certaines mesures qu'il faut obligatoirement adopter, mais d'autres qui sont facultatives. Donc là, avec une limite basse qui est de 25. Assez curieusement, tous les États peuvent signer, même ceux qui n'ont pas de langue régionale. Là, ça ne mange pas de pain, on dit je suis d'accord avec tout ça, mais je ne l'appliquerai jamais puisque je n'ai pas de langue régionale. On cite à cet égard l'exemple du Luxembourg, qui l'a signé et ratifié, qui, dit-on, n'a pas de langue régionale, et là, ça m'étonne un peu parce qu'il y a quand même le luxembourgeois, qui est un francique, une forme de francique. Mais enfin, il me semble quand même que ce francique est langue officielle du Luxembourg, donc du coup, évidemment, ce n'est pas une langue régionale. En tout cas, le Luxembourg l'a signé. Les États signataires sont libres de fixer la liste des langues auxquelles ils souhaitent appliquer la charte, et donc les langues qu'ils reconnaissent comme des langues régionales ou minoritaires. À l'extrême limite encore, on pourrait très bien avoir un État qui a dans ses frontières des langues régionales ou minoritaires, et qui signerait en disant « moi je ne suis pas concerné, mais je signe ». Ce serait évidemment absurde, mais vous voyez que ces deux clauses peuvent se combiner. Alors actuellement, au jour d'aujourd'hui, sur les 47 États membres du Conseil de l'Europe, 24, c'est-à-dire quasiment la moitié, ont signé et ratifié la charte. Je vous en donner la liste rapidement, c'est l'Allemagne, l'Arménie, l'Autriche, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Hongrie, le Liechtenstein, oui, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République tchèque et l'Ukraine. 9 pays ont signé mais n'ont pas ratifié. Alors, distinction importante. La signature, elle se fait par le gouvernement. La ratification d'un traité, donc pour tous les traités internationaux, c'est la même chose. La ratification se fait par le Parlement, par l'organe législatif. Ce qui fait qu'un État peut très bien signer un document, une charte, une convention internationale, mais ne pas la ratifier. À ce moment-là, elle n'est pas applicable, elle n'a pas de valeur. Donc il n'y a pas de ratification par le Parlement ou par l'organe législatif du pays en cause. Donc 9 États ont signé, mais n'ont pas ratifié. Il s'agit de l'Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de la France, de l'Islande, de l'Italie, de la Macédoine, de Malte, de la Moldavie et de la Russie. Donc les autres, vous faites la soustraction, ils n'ont ni signé ni ratifié. Voilà pour donc la présentation générale de cette charte. En France, donc j'en arrive à la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe en France avec cette charte?
Alors, la charte a été signée en 1999. C'était une vieille revendication des mouvements de défense et de promotion des langues régionales en France. Le fait est que la législation française comporte depuis l'immédiate après-guerre un certain nombre de mesures plus ou moins favorables aux langues régionales. On parle souvent de la loi d'Exon, par exemple, qui organisait un enseignement des langues régionales, ou tout au moins de certaines d'entre elles. En fait, quand on regarde de près, par exemple, quand on regarde le Code de l'éducation, on se rend compte que les mesures législatives concernant les langues régionales sont très générales et que leur application, elle est essentiellement fixée par voie de décret ou de circulaire. Et ces décrets et ces circulaires, comme vous le savez, n'ont pas la valeur contraignante qu'a une loi. Alors, le fait de signer la charte est vu par ces défenseurs comme un moyen de pérenniser en France les politiques en faveur des langues régionales et de ne pas les laisser au bon vouloir du Premier ministre venu qui pourrait, par un nouveau décret, par une nouvelle circulaire, abolir ou quasiment, ou rendre, ou vider sa substance toutes les mesures prises antérieurement. Donc la signature de la charte, c'était une promesse de Jospin aux législatives de 97, et il a entamé la mise en œuvre de cette signature en 99 pour aboutir à une signature le 7 mai. 7 mai 99. Avant de signer, le gouvernement a pris des précautions. Et il a commandé 3 rapports pour faire le point sur cette question. Donc 3 rapports clés. Rapport de Bernard Poignant, le rapport de Guy Carcassonne et enfin le rapport de Bernard Sacchellini, par ordre d'entrée en scène. Bernard Poignant, alors, un rapport commandé par le Premier ministre, Lionel Jospin, qui a été remis en avril 1998. Au départ, la commande était centrée sur l'enseignement des langues régionales. Et Poignant, effectivement, fait un certain nombre de propositions sur l'enseignement. Il dresse une liste des langues régionales, une première liste des langues régionales. Et puis, il formule des propositions donc pour améliorer la position des langues régionales. Ces propositions, ça serait d'abord, dans le cadre institutionnel, d'améliorer le fonctionnement du Conseil national des langues et cultures régionales de France, ça c'est pas compliqué, de confier aux régions, aux conseils régionaux, la compétence en matière de langue et culture régionale. Dans l'enseignement public et l'enseignement associatif, il fait un certain nombre de propositions, ça ne sert à rien que je les détaille, et également des propositions dans le domaine de la culture et des médias. Et enfin, il conclut son rapport en disant, eh bien, ça améliorerait bien les choses si la France signait et ratifiait la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Donc, premier rapport qui conclut positivement, il faut signer. Deuxième rapport, demandé à Guy Carcassonne. Alors Guy Carcassonne était un éminent constitutionnaliste, et le rapport portait, je cite, sur étude sur la compatibilité entre la Charte européenne des langues régionales et minoritaires et la Constitution. Est-ce que la Charte est compatible avec la Constitution? Conclusion de Sacchellini, je vais tout de suite à cette conclusion, il répond oui, c'est compatible. Mais il faut prendre quelques précautions. Il faut d'abord une déclaration interprétative sur la notion de groupe linguistique. Parce que, dit Carcassonne, du point de vue du droit français, le groupe ne peut être qu'une addition d'individus. La France ne reconnaît que des droits individuels et ne reconnaît pas de droits collectifs. Et donc, donner des droits à un groupe de locuteurs d'une langue, par exemple, on peut le faire à condition de préciser qu'en fait on donne des droits individuellement à chacun des membres du groupe de locuteurs, et non pas des droits collectifs
à la communauté linguistique. C'est un peu... ça paraît couper les cheveux en quatre, mais en tout cas, c'est comme ça que le droit français doit être interprété. Alors Carcassonne regarde chacun des articles proposés à la signature et il trouve un maximum de 52 engagements que la France peut souscrire dans le cadre de sa constitution. Et puis en passant, il dit que ça serait bien d'appliquer cette charte à un maximum de langues. Il dit, voilà, pour respecter notamment le principe d'égalité, il faut donner des droits, pas des droits aux langues, mais des droits individuels aux locuteurs d'eux, d'un maximum de langues. Voilà, c'est sa position, et notamment il cite les langues d'Oïl, donc il cite indirectement le picard comme devant bénéficier de cette charte. Alors, troisième rapport, celui de Bernard Cerquilini, celui dont on parle beaucoup parmi les picards, qui s'appelle les langues de la France. Expression reprise ensuite comme les langues de France. On a laissé tomber l'article, mais le titre originel, c'est les langues de la France. Alors, Cerquilini, qu'est-ce qu'il fait? Pour la première fois, il dresse une liste des langues de France. Curieusement, cette liste n'existait pas avant lui, ou alors il y avait des vagues inventaires qui dataient de la Révolution et qui étaient évidemment à remettre au bout du jour. Alors, Cerquilini, il trouve 75 langues. C'est le fameux chiffre de 75 langues de France qui a beaucoup étonné à l'époque. Alors, qui s'explique, puisqu'il intègre dans ces langues de France, d'une part, l'ensemble des langues évidemment qu'on reconnaissait plus ou moins implicitement jusque-là. Le corse, l'occitan, le breton, le basque, vous connaissez, vous avez tous une idée de cette liste. Il y en a 6 ou 7, c'est les langues périphériques en fait. Quand on prend une carte de France, on fait le tour et on trouve des langues tout autour. Alors, il ajoute à ces langues qu'on va appeler périphériques les langues d'outre-mer. Là oui, on n'y pense pas. Mais outre-mer, on a des petits territoires dans lesquels on parle beaucoup de langues. Si je prends juste la Nouvelle-Calédonie, on parle, je crois, 27 langues en Nouvelle-Calédonie. Donc évidemment, le chiffre peut très vite monter. L'ensemble de l'outre-mer, ça fait une cinquantaine de langues dans le rapport Cerquilini. Alors des créoles notamment, mais aussi des langues de toutes origines. Alors, il prend en compte également certaines langues de communautés immigrées. Alors là, il y a un peu une ambiguïté puisque la charte normalement ne s'applique pas aux langues de l'immigration, mais Cerquilini raisonne en disant, voilà, on a certains citoyens français qui viennent de territoires qui ont été français à une époque. Pensons à l'Algérie ou au Maroc. Et ces citoyens français qui viennent d'un territoire français, c'est pas de leur faute si la République s'est retirée de ces territoires, et bien ces citoyens parlent des langues qui ne sont pas reconnues dans leur région d'origine. Pensez aux Berbères, pensez à l'arabe maghrébin. Les pays, le Maroc ou l'Algérie, reconnaissent évidemment l'arabe littéral, mais l'arabe maghrébin, c'est autre chose. Il y a entre l'arabe littéral et l'arabe maghrébin probablement une différence qui est de l'ordre de celle qui existe entre le latin et le français. Donc, voilà. Après, chacun, évidemment, fait ses choix linguistiques, mais le raisonnement de Cerquilini était celui-là, c'était de dire, pour le berbère, c'est encore plus net, le berbère, parlé par des citoyens français nés en France, qui étaient dans un territoire français à une certaine époque, eh bien, la République française doit les reconnaître dans leur langue d'origine. Alors il rajoute d'autres langues alors qui ont une histoire plus compliquée, par exemple le romani, la langue traditionnelle des Roms, parce qu'avant que les Roms deviennent à la mode, tout au moins les Roms venus de Roumanie. Là, il parlait vraiment des Roms, des gens du voyage, la
population des gens du voyage, qui sont évidemment citoyens français, là encore, hein, même si leur langue vient de beaucoup plus loin. Et puis l'Arménie occidentale, alors là, il y a évidemment référence au génocide arménien, enfin, il y a une histoire comme ça. Voilà. Et puis, dernière catégorie, il rajoute les langues d'Oïl. Alors, il a un raisonnement pour dire que ces langues qui sont proches du français ne peuvent néanmoins pas être considérées comme du français, et il faut les considérer comme des langues séparées. Voilà. Je ne ferai pas le détail de ce raisonnement, mais enfin, ça lui permet de classer le picard, le normand, le champenois, le poitevin saintongeais, le lorrain, le wallon, le wallon, comme ça. Voilà. Donc il les range parmi les langues de France. D'où le total de 75 langues, et d'où évidemment à l'époque les militants picards, les associations picardes très heureuses que enfin un document officiel remis au gouvernement reconnaisse notre langue. Et donc on se voyait déjà avec le picard reconnu langue régionale dans le cadre de la Charte européenne des langues régionales. L'avenir semblait radieux en 1999, vous vous en souvenez. Alors, sur la base de ces trois rapports, ok, on signe, et on signe pour 39 articles. 39 articles qui portent alors, sur l'enseignement, sur le fait que des textes officiels doivent être écrits dans les langues régionales. Alors, ça va assez loin, hein, parce que on dit par exemple que les textes législatifs nationaux les plus importants, et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs des langues régionales, doivent être traduits dans les langues régionales. Les textes officiels des collectivités territoriales, des collectivités locales. On peut interpréter que les comptes rendus du conseil municipal de Saint-Quentin doivent être traduits en picard. On n'était pas obligé de le signer. Ça faisait partie des articles retenus lors de la signature. Alors, il y a un article aussi où une mention de la toponymie, donc les noms de lieux doivent être aussi possibles en langue régionale. Donc à l'entrée de Saint-Quentin, vous aurez un panneau Saint-Quentin. Voilà. Des mesures sur les médias, la radio, la télé, hein, il faut favoriser la création, la programmation, la diffusion. Il faut encourager la publication d'articles de presse. Curieusement, on parle d'articles de presse, mais pas d'organes de presse. Donc on peut avoir des articles en picard dans le journal local. La nouvelle. Le courrier picard. Le courrier picard. Et donc, voilà, donc eux, ils sont dans les clouses. Ça va jusqu'à la formation des journalistes. Hein, il faut prévoir la formation des journalistes dans les langues régionales. Après, évidemment, des mesures concernant les activités et équipements culturels, ça paraît normal. L'édition, théâtre, chansons, etc. Spectacle vivant. Les activités économiques et sociales. Activités économiques et sociales. J'imagine qu'on peut demander une facture en picard. Voilà. Alors, tenant compte du rapport de Carcassonne, hein, vous vous rappelez, le constitutionnaliste, sur la compatibilité de la charte avec la Constitution française, il est prévu d'ajouter une déclaration interprétative en 4 points. Donc, d'abord, cette déclaration dit que le terme de groupe de locuteurs ne confère pas des droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires. Pas de droits collectifs. Ça, c'est dans la déclaration interprétative. On rappelle le principe général que, selon l'article 2 de la Constitution, le français s'impose aux personnes morales de droit public, ainsi que dans les relations avec les administrations et les services publics. Donc le français s'impose. Donc, ouf quand même si je vais demander mon certificat de baptême, non, mon l'essence à la mairie de Saint-Quentin, je peux le demander en français.
l'agent municipal est tenu d'accepter ma demande en français. Voilà. On rappelle le caractère facultatif de l'enseignement des langues régionales. Donc, vos enfants, petits-enfants ne seront pas obligés d'étudier le picard. Et puis enfin, on rappelle que seule la version officielle en langue française des textes législatifs fait juridiquement foi. Donc on peut traduire tout ce qu'on veut dans les langues régionales. Le moment venu, devant le tribunal, c'est le texte français qu'on doit citer. Voilà, donc signature, je vous le rappelle, le 7 mai. Et là vient l'étape de la ratification. Hein, je vous l'ai dit, signature par le gouvernement, ratification par le Parlement. Et là, badaboum, Jacques Chirac, qui était président de la République, saisit le Conseil constitutionnel pour vérifier s'il peut continuer dans cette voie. Hein, je vous rappelle, on était en période de cohabitation. Hein, Chirac était président et Jospin était Premier ministre. Donc, Chirac saisit le Conseil constitutionnel qui rend une décision le 15 juin 1999 en disant « La charte est partiellement non conforme à la Constitution. » Non conforme, partiellement. Il dit trois choses, le Conseil constitutionnel. Il dit « Écoutez, nous on a bien lu le texte de la charte et on voit bien que la charte confère des droits spécifiques à des groupes de locuteurs à l'intérieur de territoires. Alors ne racontez pas d'histoire avec vos histoires de droit individuel. Non, 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 non. Dans le texte, c'est écrit droit collectif à des groupes de locuteurs. Et ça porte atteinte au principe constitutionnel d'indivisibilité de la République et d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. C'est quand même assez radical comme obstacle. Deuxième obstacle, c'est presque moins grave. On vous rappelle que l'article 2 de la Constitution dit « la langue de la République est le français ». Et, cerise sur le gâteau, on vous dit « votre déclaration interprétative, elle ne vaut rien ». Parce que la charte, quand on la signe, c'est que le texte de la charte qui vaut. Et aucune restriction n'est admise, c'est écrit dans la charte elle-même. Donc une fois qu'on a signé, en même temps on a dit qu'on n'admet aucune restriction. Et donc, mettre une déclaration interprétative, c'est bien rigolo, c'est joli, ça fait plaisir, mais ça ne sert à rien. Alors évidemment, à partir de là, si on veut ratifier, il n'y a pas 36 solutions, il faut modifier la Constitution. Et donc Jospin, en 1999, après la décision du Conseil constitutionnel, a demandé à Chirac d'engager une modification de la Constitution. Chirac a dit niet. Bon. On a approché des élections. Hein. Alors, évidemment, le climat a commencé à se crisper un peu, ce qui peut expliquer ça, parce que par ailleurs, Chirac s'était déclaré en 92 ou 91, je crois, favorable à la charte. Donc, bon là, en gros, c'était une peau de banane mise sous les pieds de son Premier ministre. Alors, donc non. Donc l'affaire est enterrée pour un certain temps. Enterrée jusqu'à il y a quelques années, puisque régulièrement, ça revient en serpent, comme un serpent de mer. Hein. On dit, et si on changeait la Constitution pour ratifier la Charte européenne des langues régionales Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, on se voit la droite contre la gauche contre la droite contre la droite, la gauche contre la gauche, parce que, évidemment, les clivages ne sont pas du tout les clivages habituels. Alors, dernier épisode en date, du même arrondissement, janvier 2014. Une proposition de loi constitutionnelle est adoptée par l'Assemblée nationale pour ratifier la charte. En fait, il s'agissait d'un banc d'essai. Une proposition de loi s'est déposée par des députés, et non pas par le gouvernement. Quand on dépose une proposition de loi constitutionnelle, si on la vote, il faut derrière, pour que ça prenne force, pour que ça rentre dans la Constitution, il faut un référendum. Alors, ça c'est la première solution pour changer la Constitution. La deuxième solution, c'est un projet de loi constitutionnelle. Et le projet de loi constitutionnelle, lui, est déposé par le gouvernement. Et la différence, c'est que s'il est voté, on a le choix pour son adoption définitive, soit référendum, comme précédemment, soit le Congrès.
le Congrès à Versailles, c'est-à-dire l'Assemblée nationale plus le Sénat, réunis, qui votent en Congrès. Voilà. Et c'est le plus facile, éventuellement, si tout le monde est d'accord. C'est moins risqué que, évidemment, qu'un référendum sur lequel, comme vous le savez, on répond toujours à côté de la question. On répond pour dire oui ou non à celui qui a posé la question, et non pas oui ou non à la question qui est posée. Donc on imagine que cette proposition de loi constitutionnelle, en janvier 2014, c'était un banc d'essai. C'était pour vérifier que tout le monde était bien d'accord. Et derrière, on n'allait pas aller jusqu'au référendum, mais on allait entre-temps déposer un projet de loi constitutionnelle, et donc recommencer l'opération, mais cette fois sous la base d'un projet de loi qui permettait d'aller de prendre moins de risques. Donc effectivement, ce projet de loi est présenté en juillet 2015, donc une bonne année après, et là on est dans une histoire très récente, présenté en Conseil des ministres. Le Conseil d'État qui est interrogé donne un avis défavorable, mais on n'est pas tenu de se tenir. L'avis du Conseil d'État, on peut s'asseoir dessus. Donc ça suit son petit bonhomme de chemin, ça arrive devant le Sénat, et le Sénat, 27 octobre 2015, les notes que j'ai ici disent qu'il a rejeté ce texte, pas du tout. Il n'a pas rejeté le texte, il a refusé d'en débattre. Et il a en fait adopté une question préalable qui faisait que le texte n'est même pas arrivé en discussion. Et donc, voilà, à nouveau, blocage, la révision de la Constitution n'est pas possible, donc on ne peut pas ratifier, donc on en est là. Donc on fait partie, toujours, des 9 pays qui ont signé mais pas ratifié. Aux côtés, je vous rappelle la liste, c'est rigolo, il y a la Russie, l'Azerbaïdjan, voilà. Voilà où nous en sommes. Alors, on a eu quand même quelques lots de consolation, puisque en juillet 2008, par exemple, on a eu l'adoption d'un article nouveau de la Constitution, l'article 75.1, voilà, qui dit que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Effet concret nul, mais enfin on est content puisque les langues régionales, on n'a pas de liste, les langues régionales, celles que vous voulez, mais elles font partie du patrimoine de la France. Voilà. Vous êtes contents, je pense. Je le vois, vos mines réjouies. Et puis il y a eu, alors régulièrement aussi, on ressort le Sénat, par exemple, quand il a refusé d'en débattre, en même temps, il a adopté une proposition de loi, il a engagé une proposition de loi pour prendre des mesures qui iraient dans le même sens que la charte. Le but étant régulièrement de dire, écoutez, on n'a pas besoin de la charte puisque on a tout ce qu'il faut dans la loi française et à 90% les mesures de la charte sont déjà en vigueur. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui est extrêmement fragile, je vous l'ai dit, c'est essentiellement dans l'enseignement des circulaires, des décrets, et tout ça peut être annulé du jour au lendemain sans aucun problème. Et d'ailleurs, l'application est très partielle. On va en arriver au Picard, ça vous attendez, je pense. Vous savez que ces mesures, l'enseignement des langues régionales ne concerne pas le Picard. Alors pourquoi? Pourtant, j'anticipe un petit peu. Donc il y a des lois qui ont été votées pour l'enseignement des langues régionales. Elles sont assez précises, plutôt bien faites. C'est inscrit dans le Code de l'éducation. Pas les articles, mais enfin ces lois ont été codifiées, donc sont reprises dans le Code de l'éducation. Sauf que les articles du Code de l'éducation renvoient à un décret qui va, dans les régions concernées, créer un conseil académique des langues régionales. Et c'est ce conseil académique des langues régionales qui va fixer les modalités d'enseignement de la langue régionale de son ressort. Alors, vous voyez comment on fait pour ne pas appliquer la loi au Picard? C'est très simple.
vous ne prenez pas le décret qui crée un conseil académique des langues régionales dans les académies d'Amiens et de Lille. À partir de là, la question est réglée. Or, ça n'est qu'un décret. Donc, pas de décret, pas de conseil, pas de mesure, pas de mise en œuvre de la loi. Point final. On passe à autre chose. Voilà comment ça marche. Voilà le risque, évidemment, d'un dispositif à base de décrets et de circulaires. Risque qui pourrait être levé par une charte, puisque la charte intégrerait dans son instrument de ratification une liste de lois et des mesures précises. Et là, plus moyen de se débiner. Enfin, au moins, les partisans du Picard pourraient avoir tous les arguments pour demander l'application. Alors, j'en arrive à ma troisième partie, donc le Picard et la charte. Donc là, on est en pleine science-fiction, puisqu'il faut imaginer que la charte, un jour, soit enfin ratifiée. Et ce jour-là, est-ce que le Picard pourra bénéficier de ces dispositions? C'est ça que je vous propose d'examiner. Alors, en plusieurs sous-questions, d'abord, est-ce que le Picard est recevable au titre de la charte? Ensuite, est-ce que la charte est applicable au Picard et comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Et enfin, sur une partie, ce sera un certain nombre de prérequis si on veut faire ça. Donc, le Picard est-il recevable au titre de la charte? Eh bien, il faut savoir, vous savez, hein, la charte exclut les dialectes de la langue nationale. Et donc toute la question qui est posée, c'est est-ce que le Picard est un dialecte du français ou est-ce que le Picard est une langue? Grande question qu'on pose évidemment aux linguistes, et là le linguiste se tourne vers son voisin derrière, et malheureusement il n'y a plus personne derrière pour répondre à la question. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que le linguiste est mal à l'aise? Parce que pour le linguiste, cette distinction entre langue et dialecte, c'est quelque chose qui est tout sauf évident. Si on me dit le français est un dialecte du latin, oui, je suis d'accord. En prenant le mot dialecte dans un sens génétique, c'est-à-dire que le dialecte est une langue fille par rapport à une langue mère. Donc le français, dialecte du latin, oui. Le picard, dialecte du latin, ça marche aussi. Le néerlandais, dialecte du haut-allemand, etc. On peut, sur le plan génétique, avoir ce genre de raisonnement. Ok. S'agirait-il d'une relation typologique? À ce moment-là, on dirait le picard est un dialecte du français, et on le dirait sur la base d'une proximité. Une langue très proche d'une autre serait un dialecte de cette autre langue. Une langue, plutôt, un parler régional, on va dire, très proche de la langue nationale, serait un dialecte. Mais comment définir ce très proche? À partir de combien de pourcents de proximité? Et qu'est-ce qu'on va compter? Les mots du dictionnaire? Les mots du discours? Les mots quand j'ai une conversation au restaurant pour commander une pizza? Ou les mots quand je parle devant vous de l'applicabilité de la charte européenne des langues régionales au Picard? Il y a des chances que si je vous dis tout ce que je vous dis là en Picard, ça va être très 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 proche du français. Si je commande au restaurant garçon et demi, hein, il y aura des différences plus marquées. Donc voilà, aucun linguiste ne se risquera évidemment à faire le choix. Est-ce que c'est, alors on peut prendre d'autres critères, hein, la grammaire, le nombre de conjugaisons, etc. Voilà, mais personne ne fera ce choix, hein, de dire, voilà, à partir de X%, on a un dialecte. Alors, les linguistes, en fait, je parle des linguistes régionaux, hein, dans la foulée de Jean-Michel Éloi, que vous avez reçu il y a quelques semaines, on va parler de langue collatérale. Cette notion de langue collatérale, elle permet finalement
d'évacuer le problème en disant, ben voilà, des langues proches, ce sont des langues collatérales, mais on ne parlera pas de dialecte. Et puis, alors pourquoi est-ce que ça gêne le linguiste aussi? C'est parce que ce terme de dialecte, il est, en français, il est très connoté négativement. Un dialecte, c'est pas aussi bien qu'une langue. Vous avez beau faire, un dialecte, c'est moins bien qu'une langue. Hein. C'est pas la même chose dans d'autres langues. Hein. Les Allemands, par exemple, vont parler de dialecte sans aucune connotation négative. Un dialecte, c'est très bien. Mais en français, un exemple, hein, en français, on parlera, dans la presse par exemple, très souvent, on parle des dialectes africains. Oui. Hein, Oui. mais on ne parle pas des langues africaines. Voilà. Alors que ce sont, alors là, sur le plan de la proximité, évidemment, là, on a un gouffre entre nos langues. Mais on parle de dialecte parce que ça fait moins sérieux, tout de suite. Donc, la revendication de languité, en quelque sorte, pour le Picard, c'est aussi une revendication de dignité. Hein. Voilà, hein. On a quand même une chose qui vaut le coup. Alors, cette question langue-dialecte, évidemment, elle était caduque avec le rapport Serfigini de 99 dont je vous ai parlé. Puisque à partir du moment où Serfigini rangeait le Picard parmi les langues de France, eh bien le Picard est une langue de France. Point. C'est un acte volontariste, c'est un acte politique. Et finalement, c'est le seul moyen de trancher cette question. C'est une décision politique qui doit être prise. On veut de telle langue, on ne veut pas de telle autre. Bon, les critères, peu importe. Et donc, ce qu'un acte politique, enfin ce qu'un rapport pose comme acte politique, évidemment, le problème, c'est qu'un autre rapport peut le défaire, toujours, en tant qu'acte politique. Et j'ai le regret de vous annoncer qu'un rapport récent, le rapport Caron de 2013, remis à Aurélie Filippetti, rapport du comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, eh bien ce rapport fait une relecture critique de la liste de Serfigini, et en gros il va vous dire, bon d'accord, toutes les langues sont égales, mais vous savez c'est comme à la ferme des animaux, certaines langues sont quand même plus égales que d'autres. Hein, et parmi les langues qui sont moins égales que les autres, évidemment, on a nos langues d'Oïl, et donc on a en particulier le Picard. Alors on accepte quand même, on accepte qu'on en parle en classe, en cours de français. Hein, voilà, hein, les langues d'Oïl, je cite le rapport, ont naturellement leur place dans le cours de français. Voilà. Et puis on accepte aussi qu'à plus long terme, on puisse avoir pour objectif une option au bac. Mais enfin, en gros, ce rapport fait que la position du Picard vis-à-vis de la Charte européenne des langues régionales, elle sent un peu le sapin. Hein. On dit, alors, on attend évidemment le contre-rapport qui contredira. Ouais, ça, on n'en est pas encore. Voilà, alors oui, je pourrais citer, je ne vais pas le faire, je vais passer à la suite, parce que on pourrait évidemment lister tout ce qui donne l'originalité du Picard et qui fait que quand même ça vaut le coup. Hein. On a une longue histoire, on a une littérature qui a été extrêmement florissante au Moyen-Âge, et puis on peut faire la liste hein, des faits de phonétique, de lexique, un lexique très original, une grammaire particulière, donc tout ça, dans ce débat langue-dialecte, on a des billes en quelque sorte, mais tout en sachant, comme je disais, que pour le linguiste, c'est quelque chose qui est un peu difficile à saisir. Voilà. Alors, je continue dans ma science-fiction et je vais voir maintenant, concrètement, article par article, qu'est-ce qu'on pourrait faire du Picard dans cette charte. Alors, l'enseignement d'abord. Enseignement et formation. Alors, c'est l'article 8 hein, de la charte. La formation initiale d'abord. Bon, ben, évidemment, si on enseignait le Picard à l'école, je pense que tout le monde sera d'accord que ça permettra de favoriser la transmission de la langue. On sait que cette transmission, elle ne marche plus très bien dans les familles. Donc le fait d'enseigner le Picard à l'école, d'abord, permet de transmettre le Picard.
et ensuite il lui donne une valeur vis-à-vis des élèves, et donc vis-à-vis des parents, qui font que les parents, après tout, pourraient se remettre à parler picard, puisque l'enfant l'apprend à l'école, après tout. Hein. Les parents, les grands-parents surtout, parce que c'est surtout les grands-parents qui sont concernés dans la transmission. Ah bon, Mathieu, bah, faut que c'est que tu as appris à l'école. Ah bon, t'as appris du patou? Bon, du patou, du picard? Ah, moi je sais bien ça. Et puis voilà, je pense que ça peut réenclencher comme ça. Alors, article 8, paragraphe 1A2, 1B2, 1C2 et 1D2 de la charte, toutes mesures signées par la France, font que l'objectif à long terme, ça doit être la création d'une filière d'éducation bilingue, sur le modèle de ce qui se fait dans d'autres régions. Les écoles d'Iwan en Bretagne, Ikastola en Pays Basque, Calendreta en Pays d'Oc, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la maternelle au lycée, il faut qu'on ait des écoles bilingues dans lesquelles les enfants vont parler et français et picard. Et vont étudier les mathématiques, la physique, l'histoire-géographie en picard. Tout ça pour mettre en place un vrai bilinguisme équilibré, donc avec non seulement l'apprentissage de la langue, mais aussi l'apprentissage dans la langue. Bon, ça va pas être facile, hein? Ça va pas être facile, alors bon, on va attendre un petit peu, quoi. Hein, voilà, l'idée c'est ça, c'est que sans doute qu'il faudrait expérimenter partiellement, prudemment, hein, habituer les parents aussi à cette idée. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va se faire pour demain. Hein. Mais enfin, l'application de la charte, c'est ça. Hein. En attendant, évidemment, il faut continuer ce qu'on fait un petit peu, hein, de l'initiation, de la sensibilisation au picard. Hein. Il faudrait évidemment commencer par savoir ce qui se fait, parce qu'on ne sait pas forcément totalement. Hein. Enfin, on a vu hein, à Arras, Olivier, Jean-Louis aussi, aux états généraux du Picard, donc on sait qu'il se passe des choses. Bon, ben, sans doute qu'il faudrait reprendre ce travail hein, de recensement de ce qui se fait, et puis donner une assise en tout cas, hein, parce que le problème c'est que tout ça se fait en ordre dispersé, et dans tout ça, pour l'instant, les enseignants sont quand même relativement absents. Donc, initiation, sensibilisation, mais il faut quand même aller progressivement vers un vrai enseignement facultatif de langue régionale, à tous les niveaux. Et là, c'est pas le même article, c'est l'article 8, paragraphe 1A3, 1B3, 1C3 et 1D3. Voilà. Précédemment, c'était le 2. Enseignement bilingue. Là, c'est plutôt enseignement facultatif. Donc, voilà, il faudrait y arriver. Il faut y travailler, il faut définir les objectifs, les programmes, les moyens pédagogiques. Il faut prévoir des manuels. Enfin, bon, on en a un, on en a fait un avec l'Agence pour le Picard, mais évidemment, il faut retravailler tout ça. Hein. Donc, il y a du boulot. Hein. Voilà. Et puis, on doit aller. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers une épreuve facultative de Picard au bac. Et là, je crois que ça, c'est une revendication de base, hein, quand même. Hein. Elle est régulièrement avancée hein, par un certain nombre de gens. Elle n'est pas totalement farfelue. Vous savez, il y a une langue qui est dans un état proche du Picard, c'est le gallo en Bretagne. Eh bien, le gallo a son épreuve facultative au bac. Donc, voilà, pas de raison que Picard ne l'ait pas. Alors, pour tout ça, il faut former des enseignants. Et ça, on y pense moins, mais c'est sans doute la clé de voûte. Former les enseignants. Dans les SP, hein, dans les écoles, ce que ça veut dire, les écoles supérieures, c'est ça, de pédagogie, c'est ça, il me semble. Enfin, c'est ce qui a remplacé les IUFM. Il y a eu à une époque, hein, y compris pour le Picard, hein, un enseignement, une formation, enfin des stages en tout cas, hein, à Lille, Jacques Landrecy a donné des cours par exemple
à Amiens, je pense qu'il y a eu des trucs. Donc ça a existé, ça n'existe plus à ma connaissance. Il faudrait vraiment y penser, quoi. Si on avait cette charte, on pourrait dire, écoutez, la charte, article 8, paragraphe 1, H, cette fois, 1H, il nous faut des stages de Picard à l'ESP. Et puis on irait, pourquoi pas, vers la création d'un CAPES mixte, Picard plus autres disciplines. Si on veut vraiment des enseignants de Picard, il faut des gens formés et des gens qui aient dans leur diplôme la mention Picard. Voilà. Ça, c'était pour le primaire, secondaire, on va dire. Pour l'enseignement supérieur, alors, on peut modérément étudier le Picard à l'université, à l'UPJV, l'université de Picardie-Jules Verne. Je pense que Olivier est au courant. Il y a des cours de littérature et de linguistique. À Lille 3, bon, ça a longtemps été Jacques Landrecy qui a assuré les cours, au niveau licence, de première, deuxième année. Mais enfin, c'est un enseignement et une recherche universitaire qui sont actuellement fragilisés. Il ne faut pas se mentir. Là encore, si on avait la charte, si on pouvait dire article 8, paragraphe 1, E3, on aurait l'argument pour dire au conseil d'université, par exemple, écoutez, il faut un poste de culture et langue régionale à Amiens, à Lille 3, il y en a un. Et puis il en faut d'autres, il en faut un à Valenciennes, il en faut ailleurs. Il faut une unité de recherche sur le Picard, il faut une équipe de recherche. Vous savez que l'ancêtre, le centre d'études Picard, qui avait été créé dans les années 70 à l'université d'Amiens, arrivé au tournant des années 90-2000, il s'est trouvé bien mal en point, et il a dû être, pour survivre, il a dû être intégré dans une équipe plus généraliste, de sociolinguistique. Et puis cette équipe généraliste, elle s'est occupée de moins en moins de sociolinguistique, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette équipe de sociolinguistique, elle est fondue avec une équipe de littéraire. Et le côté Picard dans tout ça, progressivement, ça faiblit. Ça faiblit de plus en plus. Même s'il y a encore des projets de recherche sur le Picard. Alors, la formation des adultes. Oui, la formation des adultes, on y pense moins, mais c'est un domaine dans lequel il y a des choses à faire. C'est l'article 8, 1F2 de la charte. Alors, par exemple, on pourrait intégrer du Picard dans des formations en direction de publics adultes de bas niveau. Question d'illettrisme, vous savez qu'on bat des records d'illettrisme, et là on est à égalité, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, la future grande région, on est au même niveau, c'est-à-dire le plus bas, voilà, en France. C'est des choses qui ont été testées, on pourrait appeler ça des modules de sécurisation linguistique. C'est-à-dire en valorisant le Picard, et bien en même temps on pourrait dire aux élèves, voilà, votre langue, aux élèves, à certains adultes, votre langue traditionnelle, voilà, elle est belle, elle produit une belle littérature, donc entretenez-la, et puis en même temps, voilà le français, faites bien la différence entre les deux, ne confondez pas les deux. C'est tout le travail qu'a fait Jean-Marie Braillon aussi avec des élèves de lycée par exemple. Pas très loin d'ici. Voilà. On pourrait aussi travailler avec des publics relais qui sont en contact avec des milieux picardophones. Je pense par exemple à des professionnels de maisons de retraite, ou des infirmiers. Là aussi, les infirmiers et les services de soins à domicile pour personnes âgées. Je pense que connaître le Picard pourrait servir avec certains de leurs patients. Et puis, je pense que tous les adultes peuvent avoir envie d'apprendre le Picard, et donc on devrait avoir des modules de Picard proposés au public adulte. Alors, les médias, l'audiovisuel, France 3, Fréquence Nord pour nous, pour l'audiovisuel public. Il a dans ses cahiers des charges l'obligation d'assurer des heures de langue régionale. On ne peut pas dire que ça soit super bien respecté. Jean-Louis, tu m'as
présenté comme effectivement étant chroniqueur à France Bleu Nord, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Non, je ne suis pas le seul, parce que, mais bon, mon collègue José Ambre, il a fait un sketch à Arras en disant bon voilà, je suis mandaté pour vous dire que tout va bien. Maintenant, je retire ma casquette de chroniqueur à qui le directeur des programmes a fait la leçon, et maintenant je vais vous dire ce qu'il en est. En fait, j'en ai de moins en moins. Hein, et c'est voilà, c'est de plus en plus dilué dans les programmes. C'est une minute par-ci, par-là. Alors qu'avant, on avait une demi-heure. Hein. José, effectivement, à une époque, faisait 1 heure d'émission, tout en picard. Quand j'ai commencé, on me proposait une demi-heure avec un jeu, avec des chansons, avec un invité, c'était pas uniquement en picard, on passait de la musique, on passait des sketchs, enfin, il y avait sur une demi-heure de long, on avait du picard. Maintenant, j'ai 3 minutes pour faire un agenda des événements et puis lire un petit texte. On admet quand même que je puisse lire un petit texte en picard. Donc voilà. Donc il faut aller plus loin, et à la télé, je crois qu'il y en a encore moins. Sans qu'à France 3, non, Picard, il n'y a plus rien, Voilà. Si, le jeudi matin. Dans Picard du matin. Ah oui, c'est vrai. Oui, exact. Il y a quelques minutes. Oui. C'est Jean-Marie François. Jean-Marie François, c'est ça. Tout à fait. Bon. Il y a évidemment les radios, les télés, alors maintenant, pas les télés, il n'y en a pas beaucoup, mais des radios locales, ça, on peut y travailler. Mais enfin, elles devraient être encouragées. Il faudrait, pourquoi pas, leur donner des moyens supplémentaires pour faire ce qu'elles font déjà un petit peu. Hein. Voilà. Il peut y avoir des échanges avec la RTBF. Ça, c'est prévu dans la charte, des échanges transfrontaliers. La RTBF, en Irak, elle a 3 heures d'émission hebdomadaire sur les langues régionales de Wallonie, du Hainaut. Donc Picard et Wallon. 3 heures d'émission, on pourrait échanger. Hein. Pourquoi ces heures d'émission ne circulent pas dans les radios du Nord, enfin, et réciproques, du Nord de la France et de la Picardie. D'autant plus qu'elle est productrice. Elle est productrice. Que donc ce serait beaucoup plus facile pour elle. Tout à fait. Alors la presse écrite, hein, bien sûr, bon ça se fait, hein, oui, le Courrier Picard, Oui. hein, voilà. La Voix du Nord, est-ce qu'ils vont suivre le Courrier Picard Il paraît que non. Hein. Enfin, la question pourrait être posée. Hein. Mais là aussi, il faudrait, si on avait la charte, on pourrait. La nouvelle ici aussi, hein, avec, Oui. avec Jean-Pierre Sambla qui a une chronique régulière. D'accord. Grosso modo, à Saint-Quentin, les journaux locaux ou régionaux jouent le jeu. D'accord. Alors ce qui manque, parce que là j'arrive bientôt à l'heure, c'est une presse entièrement en picard. Voilà. Non, là c'est autre chose. Enfin, si on a Changeron, on connaît ses difficultés, mais une presse d'information, pourquoi pas une presse d'information, une édition tout en picard et régulière de la nouvelle, pas seulement une chronique. Bon. Je vais aller plus vite pour terminer. Hein, le spectacle vivant, évidemment, il faut aider tout ça, il faudrait pourquoi pas un fonds d'aide à la création picard, il faudrait aider l'édition, hein, il faudrait aider la distribution. Bon. Il faudrait aider l'accès du picard aux nouvelles technologies. Il est de plus en plus présent hein, sur Internet. Mais il faudrait pouvoir professionnaliser tout ça. Hein. Vous savez qu'on a une version de Wikipédia en picard. Moi, personnellement, elle me fait honte, cette version de Wikipédia. Je n'ose pas la montrer. Voilà. Je n'ose pas la montrer. Mais en professionnalisant, en donnant les moyens, etc., on pourrait avoir quelque chose de diffusable. Les archives, voilà, je veux parler de ça parce que c'est un problème. Actuellement, on voit, hein, d'abord on a des chercheurs qui ont disparu, des vieux chercheurs qui arrivent à un âge très avancé. Et puis on a des organismes qui disparaissent aussi. Hein, voilà, et on ne sait pas quoi faire de leurs archives et de leur bibliothèque. Je vois qu'ici il y a une belle maison. On a le fonds d'archives. Ouais. On en parle. Mais je sais qu'il y a des gens qui cherchent des endroits pour mettre des bibliothèques. Parce que sinon c'est dispersé, quoi. On les a vus. Hein. On a vu la bibliothèque de Debris partir à droite à gauche. Enfin, voilà.
les services publics, l'administration, etc. Bon, bah, donc, il va falloir insister pour que la mairie de Saint-Quentin publie ses textes officiels en picard. Hein, ça, j'insiste. Hein, et peut-être que le futur président de région pourra vous aider, je ne sais pas. Hein, bon, voilà. La signalétique routière, hein, ça c'est indispensable, ça se fait hein, un petit peu l'expérience. Dans la Somme, par exemple, Dans la Somme, par exemple, il faudrait que ça se fasse partout. Hein. Bon, voilà. Voilà. Bon, et puis j'en arrive la vie économique et sociale. Bah oui, il faudrait. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir les chambres de commerce, tout ça, pour faire un petit peu de publicité et pour inciter tout le monde à, pourquoi pas, avoir, y compris des services marchands hein, en picard. Bon. Pourquoi est-ce que je donne l'impression de rêver? Là, je termine avant d'atteindre l'heure fatidique. Bon, évidemment, l'image du Picard n'est pas bonne, donc il faut vraiment un travail sur l'image du Picard. Le parisianisme qui nous empêche de... Et donc, les collectivités territoriales ont évidemment un grand rôle à jouer là-dessus. C'est-à-dire que ce retournement d'image, elles doivent être actrices de ce retournement. Et il faut que le conseil régional, le futur conseil régional, dise ok, le Picard, c'est l'une de mes langues régionales, et ça m'intéresse, et je diffuse de la documentation en Picard. Donc il faut vraiment retournement d'image, ça c'est indispensable. Il faut une aide publique pour faire ça, parce que nous, pauvres petits militants, eh ben, on n'y arrive pas. Et puis il faut adapter le Picard à la modernité. Il faut un gros travail sur la langue, il faut un travail de standardisation. Alors là, je sais que vous ne serez pas d'accord, mais il faut standardiser le Picard, trouver une forme de standardisation. Il faut l'enrichir. Je disais faire des maths en Picard. Comment on va faire? Bah oui, il faut inventer, peut-être pas inventer, mais adapter le lexique des mathématiques, le lexique de la linguistique au Picard, et ça serait tout à fait possible. Vous savez, hein, voilà, la langue, par exemple, enfin, le vocabulaire de la linguistique, on pourrait, hein, la langue, je parlage, quoi. Pourquoi pas? Il y a des choses qu'on peut inventer. Voilà, je vais en rester là, parce qu'évidemment, on est, je vous ai dit, hein, c'était un récit de science-fiction que je vous ai fait là, mais vous voyez que si on veut prendre tout ça au sérieux, il y a du boulot, mais après tout, voilà, on est dans une utopie, et le propre des utopies, c'est que il faut absolument y travailler, et que, parce que sinon on n'a plus qu'à se coucher, et puis la langue disparaîtra petit à petit. Voilà. Donc, elle est déjà... Donc soyons utopiques. Aïe, aïe, aïe. Je vous remercie en m'excusant d'avoir été trop long. Non, non, du tout. Il y a la mode à ce moment-ci du franglais, enfin du mauvais franglais. Alors là, oui. Et déjà le français est en train de disparaître. Les médias nous inondent de termes anglais par pédantisme. Même des constructions de phrases, des expressions carrément d'anglais traduit. Hein. Donc, oui, alors. Il y a des régions où le constat n'est pas aussi noir que ça. Si on prend par exemple la région Bretagne, qui a, comme la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, deux langues, hein, c'est-à-dire le breton et le gallo, et qui consacrent d'abord un peu d'intelligence, qui sont reconnues ces langues comme étant des langues régionales. Ce n'est qu'une décision du Conseil régional. Elle n'a pas valeur de loi, mais elle peut être suffisante. Il consacre aussi un tout petit peu d'argent, d'ailleurs pas énormément. C'est pas monstrueux. Beaucoup plus que nous. Oui, bah oui, enfin, ça c'est pas difficile non plus. Remarquez que l'argent consacré à la langue picarde ou ch'ti par le Conseil régional du Nord Pas-de-Calais est équivalent à zéro. Oui. Hein, c'est zéro. La ligne c'est zéro. C'est rigoureusement zéro. C'est Il y a eu rigoureusement 4 000 euros il y a quelques années. Voilà, là maintenant c'est zéro. 0 euros. Donc voilà. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit d'une région Bretagne qui est... alors je sais pas moi, l'image que renvoient les médias nationaux, c'est il y a que des brutes abîmées. Grosso modo, c'est ça. C'est pour un truc. Quand je regarde par exemple là, puisqu'on est en période électorale, le résultat du premier tour, je m'aperçois qu'elle a été relativement protégée d'une vague brune parce que les gens ont un sentiment d'identité
Et ils n'ont pas besoin d'aller chercher dans un faux discours ce sentiment d'identité. Je ne fais pas de politique en faisant ça, hein, là, maintenant on n'a plus le droit, mais enfin, bientôt. Je suis encore 10 minutes. Encore 10 minutes. Mais je veux dire par exemple que là où on se soucie des origines des gens, de leur langue, de leur culture, naturellement régionale, et ça ne veut pas dire, car on voit bien que la Bretagne, c'est quand même une terre qui est très ouverte en réalité aux échanges internationaux, il y a une meilleure structuration de la population, enfin en tout cas de la pensée de la population, en ce qui concerne ses origines, sa culture, ça marche mieux. C'est pas forcément Byzance, bien sûr, mais ça fonctionne un petit peu mieux. Parce que c'est un lieu de vacances pour les Parisiens. On revient toujours au même point. Mais Les Parisiens ont des intérêts en général dans certaines... C'est pas eux qui parlent le breton ou le gallo. Je pense que les langues régionales, La la présence d'une langue régionale participe à l'attractivité touristique de la région. Ça, j'en suis persuadé. Ah oui, ça oui. Je pense que quand on va en Bretagne, on aime bien voir des panneaux en breton, parce qu'on se sent un petit peu, là c'est rigolo, on est presque plus en France, quoi. Et du coup, on mange des crêpes, on boit du cidre et on va au fest-noz. Ça forme un tout. Mais la C'est un langue, dépaysement. c'est un dépaysement, voilà. Vous allez en Catalogne, côté espagnol, tout est en catalan, la langue catalane est partout, et c'est un dépaysement aussi, me semble-t-il, et en plus il y a une fierté de catalanité tout à fait assumée. Moi je suis persuadé que si à l'entrée de Saint-Quentin, je plaisantais tout à l'heure, mais si à l'entrée de Saint-Quentin il y avait, en plus du panneau évidemment Saint-Quentin, un panneau en dessous Saint-Quentin, comme il y a dans un certain nombre de communes, dans la Somme, il y en a, même dans le Nord il y en a quelques-unes, hein, il y a Ono par exemple pour Aulnoy-les-Valenciennes, hein, Perzo pour Prézo, voilà. Bon, si au lieu d'avoir une application Grand Place, par exemple, vous aviez Grand Plage, voilà, ça participerait, je pense, avec nos autres atouts, hein, notre climat merveilleux, nos paysages, nos villes et nos spécialités culinaires, ça participerait de la... Et notre bon accueil. Et notre bon accueil. Et notre bon accueil. Donc, c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il faut voir les langues régionales et les cultures qui sont associées, selon moi, c'est-à-dire que si ça fait partie de la vie des gens et que ça les rend heureux, et ça peut rendre heureux, mais forcément ceux qui viennent de l'extérieur vont se dire ici fait bon vivre. Le film Bienvenue chez les Ch'tis, dont on a dit pique-pendre, au niveau de la langue, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est vrai. Mais malgré tout, il renvoie quelle image? Il renvoie l'image d'un Nord-Pas-de-Calais très accueillant, avec ses longues plages où on peut faire du char à voile, avec ces brasseries où on peut manger des choses qui sont typiques. Il renvoie une belle image. Hein. Et ses concerts de carrière. Et il y a tout le temps du soleil. Il y a tout le temps du soleil. Non, c'est développer une certaine fierté des habitants qui, dans cette fierté-là, amène aussi des valeurs humanitaires, du respect, de ceci, cela. Être fier de son pays, c'est de se tenir vraiment bien. Donc c'est aussi une façon de remonter un peu l'état d'esprit et les bonnes valeurs. Savoir qui on est pour mieux accueillir l'autre. Parce que si on ne sait pas qui on est, on a du mal à bien accueillir. Il y a une certaine époque à Lille, Radio Lille transmettait des émissions de Simons. Des émissions qui étaient très suivies. Tout à fait, c'était la grande époque, oui, bien sûr. Vous savez, je pense que la présence du Picard sur les ondes va en diminuant, mais depuis Simons, peut-être, hein, mais elle va en diminuant, ça c'est certain. Mais uniformiser le Picard, ça serait une affaire extraordinaire, parce que ici, dans notre Vermandois, moi j'ai fait un peu tous les patelins avec mon métier, à 2-3 km, c'était pas du tout le même langage.
Alors comment qu'on peut? Ouais, mais c'est le même fond de langue, Jacques, malgré tout. Hein? Les gens, c'est Oui. le même fond de langue, les gens Ouais, se mais- comprenaient. On ne parle pas le même français à Lille, à Strasbourg et à Marseille. Ça, c'est un Oui. fait établi. Et il y a l'accent aussi. Et le français académique, personne ne le parle, même ici, je veux dire, personne ne le parle. On dit plutôt je ne savais pas que de je ne savais pas, par exemple. Et c'est l'exemple que donnait Jean-Michel Éloi quand il est venu, je le reprends. Et c'est vrai pour un tas d'expressions, pour un tas de... Le langage de tous les jours n'est pas le français académique. Le langage des gens dans les villages n'est pas forcément le picard académique pour peu qu'il existe. Alors, c'est vrai qu'il y aura un travail à faire, paraît-il, sur la graphie. Tu connais mon opinion là-dessus, hein, évidemment. Mais on a la chance, par exemple, actuellement, d'avoir une langue qui est d'une liberté extraordinaire. N'importe quel créateur en picard écrit comme bon lui semble. C'est magnifique. C'est magnifique du point de vue du créateur. Oui. Peut-être un peu moins du point de vue du lecteur. Ah oui. Hein, alors, et notamment du point de vue du néolocuteur, c'est-à-dire de celui qui essaie d'apprendre la langue. D'accord. Or, je vous parlais de ça dans la perspective d'un enseignement. Vous savez, je l'ai enseigné à Amiens, à l'université, pendant 9 ans. Alors évidemment, les étudiants, ils prennent tout ce qu'on leur donne. Hein. Ils sont pas chiens, hein, mais on sent bien que ça les chagrine un peu, quoi, d'avoir autant de modes d'écriture que d'auteurs. C'est un peu compliqué. J'ai eu des étudiants étrangers, hein, très régulièrement. Ils venaient des Tchèques, des Allemands. J'ai eu un Américain à Lille l'année dernière, enfin, qui vient étudier le picard. Voilà. Allez leur expliquer que comment on écrit, ben on ne sait pas. Ah oui. Ouais, c'est bon, Je sais pas, ouais. on sait quand même. C'est bon. Ouais. Lire à voix haute. Oui, non mais bon, alors voilà, il y a un challenge comme on dit en français, hein. Voilà. Ou un calinge comme on disait en ancien picard. Merci Alain, merci beaucoup d'être venu nous éclairer, Ouais. nous expliquer un peu cette charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Oui. Zou. Absolument. Merci encore.